Ok, ça me paraît bon. Eh bien, écoutez, bonjour à tous. Merci à tous de vous être déplacés en visio ce soir pour notre rencontre avec le CFRO, le Collège pour la formation et la recherche en ostéopathie. Moi, je suis Pierre-Adrien Liot. Je suis l'un des membres fondateurs et secrétaire général adjoint au sein du comité de pilotage de l'organisation. Et je suis président de l'Union des professions libérales de Normandie et dirigeant de la Maison des professions libérales, qui est un centre de formation continue sur notre territoire normand. Alors nous, on a décidé de vous réunir ce soir avec Pierre-Luc Lhermitte et notre équipe pour vous parler un petit peu du projet qu'on est en train de constituer, auquel vous serez partie prenante. Je serai modérateur sur cette soirée, donc du coup c'est moi qui vais assurer un petit peu la régie entre le chat, l'entrée, pendant que Pierre-Luc vous fera la présentation de notre structure associative. Je vous laisse fermer tous les micros, s'il vous plaît, de manière à ce que je n'ai pas à le faire manuellement, pour éviter justement que la prise de parole soit compliquée. Euh, à ce jour, je vais faire quelques petits rappels pour la modération, qui me paraît assez important. Nous, ici, on accepte le débat contradictoire et constructif dans le respect des règles de la bienséance et des personnes. Donc, merci de rester courtois dans vos échanges. Notre ambassadeur provisoire, Pierre-Luc Lermite, va vous faire une présentation concise de notre organisation, nos valeurs, de notre projet en construction. Vous pouvez commenter et poser des questions via le chat. Pendant la présentation, j'essaierai de suivre et de remettre vos questions ensuite quand Pierre-Luc pourra y répondre. Je me chargerai de lui retransmettre à la fin de son intervention. Un temps d'échange sera prévu à la suite de l'intervention de Pierre-Luc. Et comme vous êtes nombreux, je vous demande, s'il vous plaît, de bien me demander la parole avant de vous le transmettre, histoire qu'il n'y ait pas de micro qui s'entrecoupe et qu'on puisse maintenir une discussion qui soit agréable à l'oreille. Pour le confort de tous et tous, vous pouvez également communiquer par écrit si vous n'avez pas envie de prendre la parole. Nous, on essaiera de prendre en compte toutes vos questions et vos remarques et on essaiera d'y répondre avec le plus de mesures possible. Je vous remercie par avance. Cette réunion fait l'objet d'un enregistrement à la fin pour permettre un éventuel replay ou pour constituer une archive pour notre association. Dans le cas d'une possible diffusion publique, nous vous remercions de nous signaler si vous ne souhaitez pas apparaître, afin que nous puissions prendre les dispositions d'anonymisation qui s'imposent. Je vous remercie par avance et je compte sur votre coopération et je suis ravi d'être à votre service pour cette réunion. Je tiens à rappeler qu'à ce jour, le comité de pilotage est un dispositif transitoire de l'association qui n'a que pour seul objectif la mise en route administrative de l'organisation, d'assurer sa visibilité et la construction des différentes commissions qui la constituent. Nous sommes aussi en cours de dépôt d'un rescrit de reconnaissance d'intérêt général de l'organisme et évidemment dans une phase de recrutement des membres bénévoles. Donc vous pouvez tout à fait, via notre site internet, constituer et déposer des dossiers de candidature. Hop là, je vous ai écrit par écrit le message. Je vous laisse entre les mains bienveillantes de Pierre-Luc Lhermitte. Pierre-Luc, à toi la parole. Bonsoir tout le monde. Alors je crois que nous sommes un petit peu victimes de notre succès en quelque sorte, puisque il y a un nombre important de personnes qui n'arrivent pas à accéder à la réunion, me dit-on, et que il est probable qu'on puisse prendre peut-être un petit instant technique pour essayer de le résoudre, pour que on puisse accueillir un maximum de personnes. On sait qu'il y avait beaucoup d'inscrits et je crois qu'il y en a peut-être un peu trop. Donc je sais qu'il y a à ce moment même une équipe qui est en train d'essayer de résoudre le problème, mais peut-être que ça va prendre quelques minutes. Voilà, je crois. Euh, Est-ce que par exemple, Pierre-Adrien, tu as une idée du nombre de personnes qui sont présentes actuellement à la réunion en direct? Là, on est 100 participants pour être exact. Oui. Je viens d'en Et je crois accepter qu'en deux de fait, plus. c'est voilà. Il y a beaucoup de personnes qui indiquent qu'elles n'arrivent pas à accéder à la réunion pour l'instant. Voilà. Je reçois vraiment beaucoup de messages. Apparemment, l'accès est compliqué. On va peut-être prendre juste quelques minutes pour quand même essayer de faire en sorte que la plupart des personnes qui ont pu s'inscrire puissent accéder à la réunion et on vient vers vous très vite. Pierre-Adrien, on me dit qu'il faut que tu regardes aussi ton téléphone. Je ne sais pas si tu l'as Oui, sous les yeux. il y a quelqu'un qui a essayé de m'appeler, effectivement. Hop Hmm. là. On est désolé, hein, on savait qu'il y avait beaucoup de gens qui se seraient, qui se sont inscrits. On sait qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui sont à plusieurs derrière un écran pour assister à la réunion, où ça rend un peu difficile
la quantification du nombre de personnes. Je crois hein, qu'on avoisinait plus de 350 personnes et que les structures qui permettent d'organiser des réunions comme ça en visio, en fonction des modalités, permettent de manière plus ou moins facile d'accueillir autant de personnes. Donc on est en train d'essayer de résoudre ce problème technique, hélas. Donc peut-être je peux en profiter pour adresser quelques mots de remerciement en attendant. Je pense que ce Mm. sera pas, on va pas trop, sinon Ouais, ça parce risque que d'être un petit peu compliqué. Euh, donc merci en tout cas pour les personnes qui ont réussi à se connecter, qui font partie des heureuses personnes qui ont réussi à se connecter. Je peux plus regarder mon téléphone, hein, je suis désolé pour toutes les personnes qui me sollicitent, mais ça va être compliqué à gérer. Euh, donc l'idée, c'était justement de prendre un petit moment pour cette réunion publique d'information pour le collège pour la formation et la recherche en ostéopathie. On est effectivement beaucoup. On a eu des difficultés, voilà, à gérer le nombre de personnes qui voulaient assister à cette réunion. Et ça, déjà, ce qu'on peut dire sur une première observation, peut-être, c'est que ça permet de mettre en évidence, en tout cas, que le collège semble, en tout cas, répondre à une attente de la profession, qui semble être une attente assez importante. Et puis, ce serait, voilà, pas excessif de formuler, à mon avis, de cette façon à ce stade. On a reçu vraiment beaucoup de soutiens divers qui viennent à la fois de personnes et d'institutions. Nous avons reçu des soutiens de personnes qui se sont exprimées de manière assez variable. Donc c'était sur une gamme en tout cas de remerciements assez étendue qui allait parfois du simple manifestation d'intérêt qu'on a pu recevoir à parfois des personnes qui ont exprimé un enthousiasme plus explicite et nous avons même reçu parfois des manifestations de soulagement de personnes qui, manifestement s'attendaient à ce qu'un jour une structure, comme le CFRO puisse exister et qui étaient extrêmement, soulagées de voir que cette structure, avait pu voir le jour. Il faudrait aussi en profiter pour remercier peut-être, des institutions qui nous ont assez rapidement soutenus. Assez rapidement, l'Académie d'ostéopathie de France nous a exprimé le fait qu'il soutenait, notre projet et peut-être encore plus rapidement, le registre des ostéopathes de France nous avait adressé, de chaleureuses marques de gratitude. Donc je pense que, nous aimerions, je pense, le comité de pilotage et moi-même, remercier toutes les personnes qui nous ont manifesté leur intérêt. Je pense que dans un premier temps, on peut dire ça. Hem, J'essaye de revenir un petit peu aux nouvelles pour voir où en sont les connexions et où en est l'avancement. oui, on est en limite de jauge, effectivement, et je regardais avec Bertrand pour voir si on pouvait pas modifier, et a priori, c'est pas possible. Donc ça veut dire qu'il y a pour l'instant, voilà, un grand nombre de personnes qui pourront pas accéder à cette réunion. Heureusement, cette réunion est enregistrée, ce qui nous permettra peut-être après de la diffuser et de faire bénéficier aux personnes qui n'ont pas pu y assister du contenu, en tout cas que nous voulions développer. Donc je pense que on va pouvoir quand même peut-être continuer, je pense, Pierre-Adrien, à cette présentation. Bah, écoute, oui, hein, je pense qu'on va avancer dans le propos, et là, pour la prochaine fois, on achètera une licence avec notre premier budget. Je pense de Zoom, ça fera partie Très des bien. premières choses. Qui aurait cru qu'on soit plus de 100 à cette réunion, hein? Alors, effectivement, voilà, comme ça a été indiqué, je suis l'ambassadeur provisoire de cette structure et donc je vais essayer d'exposer le projet et en tout cas son avancement à ce jour. Donc je vais essayer d'être bref pour laisser le plus de place aux questions potentielles qui pourraient venir de votre part. Donc avant toute chose, je pense qu'il est important d'énoncer d'abord que le CFRO, donc un acronyme qui signifie le Collège pour la formation et la recherche en ostéopathie, est une société savante. Donc une fois qu'on a pu indiquer ça, ça signifie aussi qu'il est possible de décrire cette structure par soustraction. Donc le CFRO n'est pas un syndicat, ça n'est pas une association socio-professionnelle qui est destinée à représenter les professionnels. Ça n'est pas une fédération non plus, ça n'est pas un regroupement d'écoles, mais plutôt une structure qui est destinée à regrouper finalement des personnes en situation de compétence, dont le but, en quelque sorte, est de faire progresser la formation et la recherche, notamment par le truchement de la science. Voilà. Donc, peut-être quelques mots sur la genèse du projet pour commencer, assez rapidement.
Donc en tant qu'ambassadeur provisoire, hein, je répète, ambassadeur provisoire, mais c'est à dessein, hein, Pierre-Adrien l'a déjà dit tout à l'heure, j'expliquerai les raisons pour lesquelles ce titre provisoire, j'y suis assez attaché. J'ai été sollicité par un comité de pilotage et des membres fondateurs, hein, qui ont constitué une assemblée générale constitutive. Alors on peut mentionner la présence de certaines personnes comme Kathleen Martinet, comme Marilène Bourgin, Elvin Nicodaoui, Bertrand Bourriot, David Duval, Pierre-Adrien Liot, etc. Donc, l'idée, c'était d'avoir une structure qui permette de réfléchir à la rédaction de statuts auxquels, bien sûr, j'ai participé, de développer des objectifs, de les définir et d'essayer de les atteindre grâce à une stratégie. Et donc, nos missions, qui sont donc des missions qui ont vocation à prendre fin, elles ont vocation à prendre fin pour le comité de pilotage et pour moi-même, pour que la démocratie puisse s'exprimer, tout simplement, parce qu'une fois que les commissions dont je vais vous parler juste après seront constituées, eh bien, les missions de l'ambassadeur provisoire que je suis et du comité de pilotage s'arrêteront pour que justement les représentants de ces différentes commissions puissent constituer le conseil d'administration qui va prendre les rênes pour piloter le projet. Donc, il est encore possible de candidater pour ces différentes commissions jusqu'au 8 juin 2025 parce que nous avons décidé de laisser un délai de 2 mois pour accueillir les candidatures. Alors, quelques mots. Quel intérêt de créer le Collège pour la formation et la recherche en ostéopathie? Il y en a plusieurs évidemment, mais on peut peut-être se baser sur un constat d'abord assez illustratif. Il est difficile de ne pas voir que l'ostéopathie française souffre de nombreuses difficultés, et c'est probablement un euphémisme que de le formuler de cette façon, puisqu'il y a différentes manifestations eu égard aux ostéopathes qu'on peut retrouver dans la presse nationale, venant parfois de sociétés savantes comme l'Académie de médecine, comme la Société française de pédiatrie plus récemment, les différents ordres professionnels, syndicats professionnels, fédérations professionnelles s'expriment régulièrement au sujet de l'ostéopathie par des manifestations parfois bienveillantes, parfois beaucoup moins bienveillantes et parfois évidemment aussi par des attaques. Et ça se retrouve à différents niveaux. Et notamment, ces attaques ensuite sont de nature à mobiliser l'opinion publique au sujet des ostéopathes et bien sûr l'État, qui n'est pas toujours favorable à l'institutionnalisation de l'ostéopathie. Parmi le nombre de difficultés auxquelles l'ostéopathie française est confrontée aujourd'hui, il lui est parfois reproché d'entretenir un rapport, pour le dire simplement, parfois ambigu avec la science. Et si parfois ces manifestations d'essentialisation sont tout à fait discutables, elles sont parfois aussi justifiées. Je vous renvoie pour ça au rapport de l'Inspection générale des affaires sociales qui indiquait qu'il était souhaitable qu'il y ait un accroissement des enseignements scientifiques dans la formation initiale, par exemple en ostéopathie. Donc, ces manifestations parfois hostiles, qu'elles soient justifiées ou injustifiées, sont malgré tout des freins qui permettent aussi d'exclure les ostéopathes en général par essentialisation souvent extrêmement maladroite. Et parfois également susciter de la déconsidération des acteuristes du milieu de la santé, des autres professions du milieu de la santé. C'est une des raisons pour lesquelles il était important de créer une société savante pour répondre finalement à ces lacunes, puisque à ce jour, il n'existe pas de structure en France qui regroupe toutes les personnes en situation de compétence. Alors, pour être parfaitement exhaustif, on pourrait peut-être mentionner la CEROP, en effet, qui est un regroupement de professionnels, mais qui agit plutôt du côté de l'ostéopathie pédiatrique. Et donc, nécessairement, les partenaires publics devaient être fort embarrassés pour mettre en application la loi du 4 mars 2002, où figure un article, l'article 75, qui énonce bien que la Haute Autorité de Santé doit réaliser des recommandations de bonne pratique pour justement participer au cadre dans lequel les ostéopathes peuvent exercer leurs activités et où l'enseignement peut se faire dans de bonnes conditions. Forcément, s'il n'y a pas de société savante, il devait être difficile pour la Haute Autorité de Santé d'avoir un interlocuteur pour engager ce type de travaux, pour donner un exemple. Donc, une société savante, ça a beaucoup de sens d'en créer une, puisqu'à ce jour, déjà, il n'en existait pas, alors que dans beaucoup d'autres pays, il en existe, comme par exemple NCOR en Angleterre, qui travaille avec le GIOSC, c'est-à-dire l'Ordre des ostéopathes anglais. Donc ces sociétés d'émulation, qu'on appelle aujourd'hui sociétés savantes, ont un certain nombre d'intérêts, puisqu'elles regroupent des personnes, comme on l'a dit, en situation de compétence, qui vont mener à bien des réflexions au sujet de l'ostéopathie en général, de bien sûr l'application de ces connaissances au sein de la formation initiale pour participer à l'évolution du cadre réglementaire, notamment de la formation initiale, et du développement professionnel continu, puisque l'idée c'est aussi de réactualiser régulièrement ces connaissances. Donc, les missions du Collège pour la formation et la recherche en ostéopathie sont nombreuses. Je ne vais pas faire un exposé exhaustif de toutes ces missions, bien entendu.
pour quand même laisser de la place, à beaucoup de questions, j'espère. Néanmoins, pour la rédaction de ces statuts, voilà, des personnes du comité de pilotage se sont basées notamment sur les statuts de NCOR, c'est-à-dire la Société savante des ostéopathes anglais, que j'ai déjà mentionné tout à l'heure. Alors, c'est la raison pour laquelle on ne sera pas du tout surpris de retrouver dans ces missions, par exemple, le fait que une des missions du CFRO, c'est de soutenir, par exemple, la recherche scientifique, de rapprocher la formation initiale et le développement professionnel continu, de devenir une ressource pour des patients, des professionnels du milieu de la santé, des institutions, assurer un haut niveau de formation en ostéopathie, veiller à la mise à jour des connaissances des professionnels, répondre à certains égards à des besoins d'étudiants et assurer aussi des missions de communication. Pour vous donner un exemple, bien qu'il a fallu, un petit peu accélérer les choses parce que la presse nationale nous a déjà sollicités à certains égards et donc nous avons dû constituer un conseil scientifique provisoire. Comme on l'a dit, je suis un ambassadeur à titre provisoire, le comité de pilotage et d'émission provisoire. Il y a aussi un comité scientifique provisoire pour répondre à des demandes de la presse nationale et hasard du calendrier, nous avons déjà donc rédigé un article qui va être publié demain dans les colonnes de l'Express. Donc c'est un hasard heureux du calendrier puisque cette présentation a lieu voilà, le 12 mai 2025 et cet article devrait sortir le 13 mai 2025. C'est toujours assez intéressant de remarquer ces hasards. Alors, j'ai été peut-être un peu long sur la présentation de la structure du projet. Je vais aller un peu plus vite sur son avancement, étant donné qu'il y a déjà beaucoup d'éléments que j'ai pu partager oralement dans cette présentation. Pour l'instant, donc c'est une structure, peut-être, vous aurez pu le comprendre, où, l'idée c'est de créer une structure démocratique. C'est-à-dire que les différentes commissions vont voter pour leurs représentants, qui, vont siéger au conseil d'administration et qui rendront des comptes, à l'assemblée générale. C'est la raison pour laquelle il n'y a pour l'instant pas de chef, il n'y a que des personnes qui sont dans une situation de gestion provisoire. Il n'y a pas de cotisation non plus, et nous avons entrepris des démarches pour obtenir une reconnaissance d'intérêt général, et je crois pouvoir dire que cette démarche est plutôt bien avancée, ce qui permettra à la structure de percevoir aussi des donations. Euh, une autre des choses qui est plutôt bien avancée, c'est que à ce jour, les informations dont je dispose me permettent d'annoncer que la plupart des ostéopathes qui ont un doctorat ou qui sont en cours d'obtenir un doctorat, on leur souhaite, s'ils se débrouillent bien, qui sont en cours de réalisation de thèse, ont majoritairement candidaté pour intégrer le conseil scientifique du CFRO. À ce jour, dans l'histoire de l'ostéopathie française, ça n'est jamais arrivé que des personnes en situation de compétence dans le domaine de la science se regroupent. Déjà, ne serait-ce qu'à ce titre, on pourrait évidemment se réjouir. Je crois aussi savoir qu'il y a déjà plus d'une centaine de candidatures qui ont été déposées pour les différentes commissions. Et c'est plutôt intéressant parce que n'importe qui ne peut pas candidater, les commissions sont soumises à des conditions qui permettent d'y accéder. Et je vais vous les exposer un petit peu plus tard. Donc, dans l'avancement du projet du CFRO, en tant qu'ambassadeur provisoire, j'ai donc eu à ma charge d'effectuer un certain nombre de missions d'information. Il a été décidé que la stratégie d'information consistait à chronologiquement informer différentes structures professionnelles et différents partenaires publics. Pour les structures professionnelles, j'ai commencé par informer les associations socioprofessionnelles considérées comme représentatives depuis l'enquête de représentativité de 2021, c'est-à-dire en ostéopathie en France, le Syndicat français des ostéopathes et Ostéopathes de France. Par la suite, j'ai informé l'AFNESO, c'est-à-dire une fédération qui regroupe certaines écoles d'ostéopathie en France, de l'existence du CFRO. J'ai par la suite informé tous les établissements d'enseignement supérieur en ostéopathie en France qui possèdent un agrément. J'ai ensuite informé les associations étudiantes, et notamment la Fédération des étudiants en ostéopathie, et les différents partenaires du développement professionnel continu. Ça, c'est pour la partie professionnelle. Pour les partenaires publics, j'ai informé bien sûr la Direction générale de l'offre de soins et l'Inspection générale des affaires sociales, qui d'ailleurs ont répondu assez vite et semblaient plutôt assez intéressés, ce qui est plutôt le témoin voilà, d'un intérêt tout à fait considérable. Et donc, nous avons été mis en relation avec les ministères de tutelle. Nous avons bien sûr engagé aussi des contacts avec la Haute Autorité de Santé. J'en profite pour saluer Robert Mellet, avec qui j'ai récemment correspondu, ou par le truchement de laboratoires et de personnes en situation de responsabilité à la Haute Autorité de Santé. Des réunions très bientôt vont pouvoir être engagées. Nous attendions encore un peu que nous puissions constituer le conseil scientifique pour pouvoir faire une liste exhaustive des forces en présence pour engager des travaux. Ce sera bientôt chose faite, donc des réunions auront lieu très bientôt.
Donc, maintenant que je vous ai exposé un petit peu la structure, je vais vous montrer un organigramme qui permet de se la figurer de manière peut-être un peu plus pragmatique. Comme vous pouvez voir, ça a l'air comme ça un petit peu effrayant, mais en réalité c'est très simple. Il y a plusieurs commissions qui sont mentionnées, je vais les lister, le conseil scientifique, la commission pédagogique et l'appareil de la formation initiale, la commission de la formation initiale, la commission pour le développement professionnel continu et la commission des étudiants. Il faut rajouter en haut à gauche une chose qu'on a créée qui s'appelle le conseil de surveillance. Alors, il faut bien voir que chaque commission aura un fonctionnement assez autonome. Donc les commissions vont élire deux représentants, on peut le voir juste au-dessus, et ces deux représentants élus vont constituer le conseil d'administration qui va ensuite désigner son ambassadeur, son secrétaire général et son trésorier pour une durée limitée, bien entendu. Donc ce qu'on peut aussi remarquer sur cet organigramme, c'est que euh, il y a des conditions qui permettent d'accéder aux différentes commissions. Par exemple, pour le conseil scientifique, il faut pouvoir justifier d'un doctorat ou en tout cas d'être doctorant pour pouvoir candidater ou alors être par exemple enseignant-chercheur déjà. Dans la commission pédagogique et l'appareil de la formation initiale, il faut être coordinatrice pédagogique, directrice d'établissement ou alors des cliniques pédagogiques. Pour la commission de la formation initiale, il faut être enseignant dans un établissement d'enseignement supérieur en ostéopathie depuis plus de 5 ans, c'est-à-dire qu'il faut avoir au moins 10 ans de diplôme, ou posséder un master. MSc, ça veut dire Master of Science, c'est-à-dire ce qu'on appellerait en France un niveau de Master 2. Voilà. Pour la commission du développement professionnel continu, eh bien sûr, il faut être impliqué dans le développement professionnel continu, donc plutôt des organismes de développement professionnel continu qui respectent les critères du FIFPL. Enfin, pour la commission étudiant, il faut bien sûr être étudiant élu au sein des établissements. Euh, il y a deux types de statuts, je pense que ça c'est important aussi à décrire. Il y a le statut de membre actif et de membre associé. Alors, le membre actif, c'est un ostéopathe qui peut justifier d'être à jour et d'avoir un numéro de RPPS, c'est-à-dire le répertoire partagé pour les professionnels du milieu de la santé depuis octobre 2024, ce qui est le cas des ostéopathes en exercice. Et donc dans ce cas-là, en tant que membre actif, on a bien sûr le droit de vote au sein des commissions et on a bien sûr le droit de se présenter pour être élu dans sa commission et donc faire partie du conseil d'administration. Néanmoins, en réfléchissant avec le comité de pilotage, nous sommes arrivés à la conclusion collective que le CFRO ne voulait pas non plus se priver de compétences particulières de gens qui ne seraient pas ostéopathes, mais qui pourraient apporter une plus-value à la structure. C'est la raison pour laquelle nous avons aussi créé un statut de membre associé qui permet à des personnes qui ne sont par exemple plus ostéopathes, parce qu'elles sont retraitées, ou qui ne sont pas ostéopathes, mais je pense par exemple à des sociologues, des biomécaniciens, ou que sais-je, des médecins, pourquoi pas, de participer aux travaux de certaines commissions du fait de leurs compétences. Mais par contre, comme elles ne sont pas ostéopathes, elles auront le statut de membre associé, c'est-à-dire qu'elles ne pourront pas voter et, le cas échéant, être représentants élus et constituer le conseil d'administration, afin d'être certain que le Collège pour la formation et la recherche en ostéopathie soit toujours dans les mains des ostéopathes pour qu'ils puissent décider ensemble des meilleurs choix pour l'orientation de leur profession. Un mot rapide peut-être sur le conseil de surveillance, qui est une structure qui a pour but d'évaluer un peu l'efficacité du fonctionnement du CFRO et des différentes commissions. Donc pour être membre du conseil de surveillance, il faut être membre d'aucune autre commission et d'avoir été membre d'aucune autre commission ces 3 dernières années, puisque les mandats durent seulement 3 ans, tout simplement pour éviter les situations de monopole. Et le conseil de surveillance peut avoir accès aux travaux de toutes les commissions pour émettre ensuite des recommandations pour améliorer la performance des différents travaux des commissions, qui auront parfois des sous-groupes évidemment, pour répondre aux différents objectifs que les commissions se fixent. Voilà en quelque sorte pour cet organigramme qui peut paraître un peu effrayant à la première vue, mais qui, en fait, je pense, est assez clair une fois qu'on prend le temps de le regarder. Voilà les grandes lignes que nous voulions vous présenter pour le Collège pour la formation et la recherche en ostéopathie, qui était plutôt une idée de mettre en place une structure assez simple, qui serait aussi assez efficace. Et comme nous l'avons indiqué, il y a des objectifs qui ont déjà été atteints, puisque nous avons maintenant l'oreille attentive des partenaires publics. Nous avons réussi à regrouper la plupart des personnes qui sont compétentes en matière de sciences, puisque la plupart des doctorants et des docteurs et des maîtres de conférences et des personnes qui sont qualifiées aux fonctions de maître de conférence ont déjà candidaté pour entrer au conseil scientifique. Donc c'est la première fois que ça s'est produit et je pense que ça, c'est quelque chose d'assez réjouissant.
Nous avons déjà été sollicités par la presse nationale à plusieurs reprises, puisqu'un premier article va être publié demain, un deuxième est en cours sur l'intérêt de la recherche en ostéopathie, etc. Et nous avons aussi l'attention de certains pays étrangers, et notamment des sociétés savantes. Je pense aux ostéopathes anglais, mais je pense aussi à la Suède, à l'Espagne, qui nous ont déjà manifesté leur intérêt sur l'anticipation peut-être de colloques que nous pourrions réaliser collégialement, etc., etc. Donc, voilà pour ma part, en tout cas, pour la présentation du projet et de son avancement. J'aimerais maintenant que nous puissions laisser de la place pour les différentes questions, pour que, voilà, le comité de pilotage et moi-même puissions essayer d'y répondre, en tout cas dans la mesure de ce que l'on pourra vous proposer. Donc merci pour, l'attention que vous nous avez consacrée dans votre soirée. On sait tous que, voilà, on a tous des vies assez remplies et nous espérons que, cette réunion aura permis en tout cas de répondre à un certain nombre de vos interrogations. Je te remercie, Pierre-Luc, pour cette brève présentation assez concise et précise. S'il y a des questions, alors moi je n'ai pas vu de questions dans le chat, mais s'il y a des questions, je vous laisse vous exprimer. Première question que je viens de voir, aucune représentation des ostéopathes libéraux et hospitaliers en exercice. Thierry, est-ce que tu peux préciser ta question? Je ne suis pas sûr de bien la comprendre. Moi, je pense que je l'ai compris. En revanche, c'est possible. Vas-y, alors je te laisse répondre. Donc Ouais. effectivement, comme nous l'avons dit au début, et je le répète, le CFRO est une société savante, c'est-à-dire elle n'a pas pour vocation de représenter les ostéopathes de manière générale, puisque ce qui représente les ostéopathes, c'est plutôt les associations socio-professionnelles. Nous en avons mentionné certaines, le Syndicat français des ostéopathes, Ostéopathes de France. Il existe aussi l'Association française d'ostéopathie, la Chambre des ostéopathes a existé à un moment donné aussi. Il y a également le registre des ostéopathes de France, etc., qui eux ont vocation aussi à représenter les professionnels. La société savante, elle, s'intéresse plutôt aux connaissances, à la recherche scientifique, au cadre de la formation initiale, au développement professionnel continu, pour l'essentiel. Donc sa mission n'est pas de représenter les ostéopathes libéraux et les ostéopathes, bien sûr, hospitaliers. Une autre question de Julien Moreno. De quelle manière s'articuleraient les différents rôles de chaque commission dans la structure? Je te laisse répondre, Pierre-Luc, ton micro est coupé. Oui, oh, ça c'est une très bonne question. Alors, normalement, je l'ai dit un peu rapidement, mais comme j'ai donné beaucoup d'informations, je peux facilement revenir dessus. Chaque commission aura un fonctionnement autonome puisqu'elle va pouvoir élire ses représentants qui ensuite vont avoir pour fonction de diriger les travaux de la commission. Donc, je pense par exemple à la formation initiale. Peut-être que plusieurs sujets arriveront dans cette commission et donc il sera peut-être nécessaire de faire des sous-groupes et ces sous-groupes seront ensuite, heu, auront une autonomie relative. Ils vont travailler sur des sujets, ils vont rendre des rapports et ensuite la commission de la formation initiale va se réunir pour essayer d'étudier ces différents travaux et ensuite refaire monter ces travaux au sein du conseil d'administration. Une petite chose tout de même, le conseil scientifique aura aussi une veille sur les travaux des différentes commissions pour s'assurer simplement de la scientificité de certaines propositions qui pourraient être faites par différentes commissions. Comme je l'ai indiqué, le conseil de surveillance, lui, aura accès au rapport d'activité de toutes les commissions, ce qui lui permettra d'avoir une vue très exhaustive des travaux qui sont réalisés pour pouvoir faire les meilleures recommandations. Par exemple, le conseil de surveillance pourrait se dire, dans telle commission, il y a trop de sous-groupes, ce qui fait perdre un petit peu de performance, ou alors au contraire, certains sous-groupes peut-être sont un peu fantomatiques et un peu moins réactifs et on leur suggère peut-être de revoir leur fonctionnement pour améliorer l'efficacité, etc., etc. Donc le conseil de surveillance, ça va vraiment être un rôle un peu méta, d'avoir un œil un petit peu sur le fonctionnement de la structure pour essayer d'optimiser son fonctionnement et donc son efficacité. Bien, merci. Encore une question donc du coup de Roeda. Bonjour. Cela concerne-t-il aussi l'ostéopathie et les ostéopathes animaliers? Alors pour l'instant, il n'est pas prévu que les ostéopathes animaliers soient spécialement représentés dans le CFRO. Maintenant, si effectivement il y a une demande importante des ostéopathes animaliers, ce sera au conseil d'administration de décider de créer peut-être une commission supplémentaire ou de les intégrer d'une façon ou d'une autre, puisque ça n'a pas spécialement été conçu pour cela, parce que je crois que le cas de l'ostéopathie animalière est quand même notamment une petite spécificité française, si je crois avoir bien compris.
et que c'est aussi la raison pour laquelle, dans d'autres pays, voilà, par exemple, NCOR, je ne suis pas sûr qu'ils traitent du cas des ostéopathes animaliers. Mais étant donné que c'est une spécificité française, il ne serait pas du tout étrange de le soumettre au conseil d'administration une fois qu'il sera en place pour envisager la possibilité ou pas, en tout cas, d'intégrer des ostéopathes animaliers dans ces réflexions ou dans une commission différente qui pourrait se surajouter aux commissions qui existent déjà. Très bien, bah, justement une question de Jerry du NCOR. Merci Pierre-Luc pour la présentation. Quel est le timing attendu pour la création des comités, élection du bureau administratif et du comité? Désolé de paraphraser les noms des structures. Merci beaucoup. Tout va bien. Merci beaucoup pour la question de Jerry. Donc merci déjà faut remercier aussi Jerry Draperodi, on l'a pas dit, hein, qui nous a gentiment accompagnés dans certaines des réflexions, notamment en partageant les statuts d'ENCOR, qui nous ont quand même bien aidés, il faut bien le reconnaître. Alors au niveau du timing, on a jusqu'au 8 juin pour accepter les différentes candidatures dans les commissions. Et à partir du 8 juin, il y aura une organisation pour une assemblée générale qui va donc réunir les différentes personnes qui répondent aux critères d'admission dans les commissions pour qu'elles puissent donc élire leurs représentants qui vont constituer le conseil d'administration. Donc, pour répondre précisément à la question, il faudrait que je fasse une petite estimation boule de cristal, mais je pense pouvoir dire que avant l'été, probablement, il est envisageable que les différentes commissions soient constituées, que le conseil d'administration voit le jour et que le bureau soit aussi constitué pour devenir opérationnel, soit pendant l'été, soit à la rentrée. En tout cas, le plus tôt possible sera le mieux, évidemment. Merci. Une question de Lorelai. Bonjour, merci pour cette présentation. Est-il envisagé de trouver un e-graphiste professionnel à l'avenir afin de ne plus produire des images de communication par l'intelligence artificielle? Petit point de conscience écologique. Merci de la question, hein. Alors, je souscris, ma conscience écologique est très sensible, à cette remarque, en effet. Alors, évidemment, je n'ai pas été extrêmement actif dans la communication sur les réseaux sociaux, même si je l'ai beaucoup relayé, mais je suis assez, convaincu par l'attention particulière qu'il faudra donner à la communication à l'avenir. Il se trouve que c'est vrai que la communication a été assez efficace, mais c'est vrai que la conscience écologique est sans doute quelque chose auquel il faudra être très vigilant à l'avenir. Merci. Une question de Monsieur Breton. Alors, l'ensemble des écoles adhèrent-elles au projet? Et quelle est la position du SFDO sur CFRO? Je me permets juste de dire que Pierre-Luc Lhermitte n'étant pas ni adhérent ni représentant du SFDO, je ne suis pas sûr qu'il puisse s'exprimer au titre du syndicat. Ils ont été invités, comme tous les autres syndicats, à venir ce soir. S'ils sont dans la salle, bah, ils peuvent tout à fait prendre le relais dans le chat pour donner leur position officielle. Et pour ce qui est des écoles, je te laisse répondre, Pierre-Luc. Alors pour l'instant, j'ai pas accès à toutes les informations. Par contre, ce que on a pu remarquer, c'est qu'il y a effectivement des écoles qui possèdent des ressources humaines en situation de compétence qui ont été un peu plus prompts, en tout cas, à solliciter leurs équipes pour qu'elles puissent ensuite s'engager dans le CFRO. Il y a aussi des structures qui ont moins de ressources humaines et donc forcément, elles ont été un petit peu moins actives, en tout cas dans la diffusion des informations et dans la motivation de des différentes personnes pour qu'elles puissent s'engager dans le projet. Donc ce serait difficile de faire une réponse précise, d'autant plus qu'il reste encore un certain temps pour candidater si on le souhaite. Et effectivement, je rejoins Pierre-Adrien, je l'ai peut-être pas dit au début, ma déclaration d'intérêt, je ne suis membre d'aucune association socio-professionnelle en ostéopathie, donc ni de syndicat, ni de fédération. Mon seul conflit d'intérêt potentiel est le fait de faire partie de l'Osteopathic International Alliance dans un groupe de réflexion qui a une mission d'un an pour traiter de l'Identity Task Force en ostéopathie. Et je suis pour l'instant membre d'aucune école d'ostéopathie, donc aucun établissement d'enseignement supérieur non plus. Et donc pour des raisons évidentes, n'étant pas membre du syndicat français des ostéopathes, je ne me permettrai absolument pas de donner leur position officielle, en effet. Alors j'ai une question de Lucie Sébastien. Est-ce possible de préciser le rôle du conseil scientifique? Et je me permets de faire un petit alinéa. Le rôle de l'ensemble de nos conseils et commissions sont statutairement inscrits et nos statuts sont en accès libre sur notre site internet. Donc il y a une précision de l'ensemble des missions de chacun des différentes commissions. Le conseil scientifique a des missions un peu plus larges, un peu plus étendues. Pierre-Luc, je te laisse un peu les préciser, mais si jamais tu en oublies,
il y a le référencement sur le site internet, hein. Oui, Vas-y. alors une des missions du conseil scientifique, bien sûr, ça va être d'engager ces fameux travaux avec la Haute Autorité de Santé, puisqu'on l'a dit, mais je pense que c'est pas inutile de le répéter. Actuellement, la Haute Autorité de Santé est censée, en tout cas depuis 2002, produire des recommandations de bonne pratique. Mais pour produire des recommandations de bonne pratique, il fallait qu'il y ait une société savante avec des personnes en situation de compétence pour pouvoir établir des liens et engager ce type de travaux. C'est ce qui, bien sûr, va se produire avec le CFRO, donc ça, c'est quand même une chose extrêmement importante. Et une autre chose aussi, le conseil scientifique, bah, il va participer bien sûr à la communication, c'est ce qui a déjà été engagé, notamment dans la presse nationale, pour l'instant dans le journal L'Express, mais aussi avec d'autres journaux qui nous ont sollicités. Euh, et le conseil scientifique va bien sûr de temps en temps aussi donner son avis lors des travaux de certaines commissions. Si elles ont par exemple des questions de scientificité sur un point précis, le conseil scientifique pourra tout à fait bien sûr faire des recommandations pour participer aux travaux de certaines commissions. Très bien. Alors, Julien F nous pose la question, est-ce que le CFRO aura pour mission la recherche sur la thérapie manuelle au sens général ou spécifiquement sur les techniques ostéo jusqu'ici enseignées dans les écoles? C'est une très bonne question, ça, pour le coup. Mm. Alors, c'est difficile de répondre à cette question parce que je ne vais pas diriger le CFRO. Moi, j'ai candidaté à titre personnel dans le conseil scientifique parce que je suis un chercheur et que j'ai un doctorat. Mais c'est la structure qui va ensuite déterminer qui sont ses représentants et qui vont déterminer les lignes générales. Ce qu'on sait aujourd'hui, donc là, je réponds à moitié, pas vraiment comme l'ambassadeur, mais plutôt comme scientifique, c'est que la thérapie manuelle, c'est quelque chose qui est partagé par plusieurs professions, donc c'est un objet qui est appréhendé par différentes professions, par différents prismes, et donc il serait quand même un petit peu étonnant de ne pas appréhender la thérapie manuelle lorsqu'il s'agira évidemment de se saisir de ce type de sujet. Ensuite, sur les techniques spécifiques ostéopathiques, écoutez, voilà, moi je ne suis pas le conseil scientifique, donc je ne m'exprime pas à la place du conseil scientifique ni à la place du conseil d'administration. Il faudra sans doute étudier la pertinence scientifique de cette question ou le caractère non pertinent scientifique de cette question, tout simplement. Une petite précision de la part de Thierry, qui me dit: «Je précise», alors c'est au sujet de sa question en ce qui concerne la représentation des ostéopathes libéraux et hospitaliers. «Je précise mon propos, une commission qui représenterait le corpus des ostéopathes en exercice afin d'en déterminer les besoins ou questions éventuelles liées à la pratique de terrain». Donc ça pose une question que tu avais déjà plus ou moins répondu sur le fait qu'on ne représente pas les ostéopathes, mais on travaille, à réfléchir sur, l'organisation de leurs pratiques, et surtout leur enseignement. Je te laisse, reprendre, Pierre-Luc. Non, non, bien sûr, je souscris. Ensuite, si effectivement les ostéopathes de terrain ont des besoins et qu'ils n'obtiennent pas satisfaction auprès de leurs associations, effectivement, peut-être que ce serait bien qu'ils manifestent peut-être avec de, de- plus de, plus de poids à leurs associations socioprofessionnelles, le fait qu'ils éprouvent des besoins ou des choses auxquelles peut-être les associations socioprofessionnelles n'apportent pas de réponse satisfaisante pour que les associations ensuite se mettent en collaboration avec le CFRO pour qu'il puisse y avoir des collaborations vertueuses pour que justement le CFRO puisse répondre, en tout cas à minima scientifiquement sur certains points, et que les associations socioprofessionnelles puissent se faire simplement le relais de questions de terrain qui pourraient être susceptibles de rentrer dans les missions du CFRO, tout simplement. Et ça me permet de rebondir sur le fait que les dispositifs statutaires du CFRO comprennent la possibilité d'avoir des membres associés pour ceux Tout qui ne à fait. respectent pas les conditions. Et dans les membres associés, il n'y aura pas que des personnes physiques, il y aura aussi les personnes morales, donc des organisations professionnelles ou des associations de professionnels qui souhaiteraient s'investir dans le travail en tant que membres associés peuvent aussi candidater à ce titre-là. C'est juste qu'elles n'étant pas expertes sur les thématiques d'expertise, elles auront une voix au chapitre qui sera consultative, mais elles pourront participer aux travaux. Donc, il ne faut pas se sentir censuré. Il y aura un accès assez libre à tout le monde, hein. Tout à fait. Alors, question de JFM. Un audit de la formation en ostéopathie depuis le dernier référentiel 2014 est-il du ressort de la société savante CFRO? Alors, un audit, je ne suis, voilà, moi je peux pas m'exprimer à la place des commissions. Par contre, mener un audit, je ne sais pas dans quelle mesure. Par contre, mener une enquête, oui, probablement. Ça a déjà été soulevé par voilà une personne qui a candidaté pour
qui en tout cas avait manifesté le souhait de candidater pour la commission de la formation initiale, qui avait indiqué que peut-être il serait intéressant de réaliser d'abord une enquête pour vraiment mesurer le ressenti, par exemple, de certains enseignants ou de certains étudiants au sein de la formation initiale, pour ensuite utiliser les données de cette enquête pour modifier potentiellement la plaquette inhérente à la formation initiale. Donc, un audit, peut-être pas, parce que ça, c'est des missions un peu particulières, mais en tout cas, des enquêtes, oui, par contre, ça, c'est tout à fait possible et envisageable. Et du coup, je me permets de répondre à la question qui suit avec un extrait de nos statuts. Le CFRO participera à la rédaction de résolutions, d'avis, de recommandations et de propositions de modifications réglementaires en ce qui concerne l'objet, donc c'est-à-dire la formation et la recherche. Donc du coup, pour la question qui suit, le CFRO a-t-il vocation être une organisation de conseil auprès de la CCNA et de la DGOS. CCNA, je ne pense pas parce que c'est une commission qui est déjà un organe consultatif très spécifique sur l'agrément, donc on ne peut pas rendre un avis si on n'est pas dedans. La DGOS, bah, nous sommes déjà en lien avec elle, en fait, hein, d'après ce que tu as dit tout à l'heure, Tout à Pierre-Luc. Et fait, effectivement, comme je viens de le nous avons dire, on a un rôle de faire des informé. avis et des recommandations. Donc ça, on le fera. Alors, Absolument. question de Armand. Avez-vous l'intention, si ce n'est pas déjà fait, de contacter et d'informer le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche? Je te laisse répondre, Pierre-Luc. Alors, nous sommes, encore une fois, hein, nous en sommes à la création de la structure qui est en cours de récolte, en tout cas, des différentes candidatures pour les commissions. Mais effectivement, en ayant informé la DGOS, donc la Direction générale de l'offre de soins, et l'Inspection générale des affaires sociales, nous avons effectivement des mises en relation avec les ministères de tutelle. Donc pour l'instant, il s'agit plus d'une prise de contact pour définir justement les modalités d'échange, la fréquence potentielle des échanges, qui ensuite seront vraiment opérationnels quand les commissions seront constituées. Comme l'indiquait Jerry Draperodi tout à l'heure dans sa question, difficile de dire à quelle date la structure sera opérationnelle, étant donné que il est toujours possible de candidater jusqu'au 8 juin 2025. Donc, une fois que la structure sera opérationnelle, ce sera au conseil d'administration et à ses représentants d'être en lien avec les partenaires publics pour déterminer le calendrier, les objectifs qu'ils se fixent ensemble. Très bien. Alors, j'ai une question qui va être un peu plus longue, Pierre-Luc, du coup, Coralie Bascou. Bonjour Coralie. Pourriez-vous, s'il vous plaît, me donner des exemples d'actions qui pourraient être mises en place par les différentes comités et commissions? Par ailleurs, comment se déroulent les élections? Je n'ai pas pu assister au début de la réunion. Merci beaucoup. Également, y a-t-il un lien avec la HAS, l'IGAS pour mettre en place des actions? Car grosso modo, il va falloir bouger les choses, d'où ma présence. Également, si une personne est élue dans une commission, quel est le temps qui sera demandé, histoire de s'engager avec conscience? Et merci encore. Bon courage, Alors, il y a beaucoup Pierre-Luc. de choses dans cette question. Il y a des choses sur lesquelles on a déjà répondu, donc je vais répéter un petit peu. Euh, Alors, des exemples très concrets, ben, on l'a dit, le conseil scientifique, par exemple, une de ses missions, ça va être de se mettre en rapport avec la Haute Autorité de Santé pour produire des recommandations de bonnes pratiques. La commission de la formation initiale, ça va être par exemple de faire des recommandations pour modifier potentiellement la plaquette de la formation initiale. Le développement professionnel continu, c'est pareil. Voilà, je prends un exemple. On sait que par exemple pour les professionnels de santé, le temps que les professionnels de santé passent pour faire leur formation continue, ils touchent une indemnité qui leur permet de justement de ne pas avoir de perte financière par rapport à leur activité libérale. C'est pas le cas pour les ostéopathes qui sont obligés de fermer leur cabinet, de payer leur formation, qui est parfois plus ou moins bien remboursée par le FIFPL, etc. Donc, il y a effectivement des sujets à travailler, notamment sur le développement professionnel continu, la qualité des formations, etc., etc. Voilà des exemples qui, je pense, sont assez concrets. Le temps, alors ça, évidemment, c'est un vrai sujet, le temps. Euh, D'après les informations dont je dispose, les personnes qui travaillent avec la Haute Autorité de Santé sont rémunérées pour le faire. Par contre, les personnes qui réfléchissent sur la plaquette de la formation initiale et sa modification, c'est là où justement le fait que le CFRO ait entamé des démarches pour avoir une reconnaissance d'intérêt général lui permettra de percevoir des dons, des donations, qui ensuite, en fonction du conseil d'administration, pourront être dirigés, par exemple, sur le temps de cerveau, pourquoi pas, à des personnes qui travaillent dans certaines commissions pour justement valoriser ce temps de travail qui est mis à disposition des commissions. Étant entendu que, évidemment, toutes les personnes qui vont siéger dans les différentes commissions ont déjà une activité professionnelle, voire plusieurs activités professionnelles. On se doute bien que dans le cahier des charges qui sera défini commission par commission, il y aura aussi la fréquence
des rendez-vous et la charge de travail et la répartition de la charge de travail afin que justement les objectifs qui soient fixés soient susceptibles d'être atteints eu égard justement au temps que les personnes sont susceptibles d'y accorder. Et ce sera notamment la mission du conseil de surveillance de veiller au fait que peut-être que les missions seront excessives au début ou peut-être en manque d'ambition et que des petits ajustements dans le temps seront faits suite justement au conseil de surveillance et à ses recommandations suite à l'analyse des travaux des différentes commissions, tout simplement. Très bien. Alors, j'ai une question du coup de Chloé Chancelier. Bonsoir et merci à toute l'équipe pour cet élan scientifique qui unit nos pratiques. Ce collège interviendra-t-il en collaboration avec l'API proposée par l'UPO? Je suppose que c'est écrit UFO, mais je suppose que c'est l'UPO. Ce collège aura-t-il un poids sur le contrôle des agréments? Alors, sur le contrôle des agréments, probablement pas. Là, il faut bon, factuellement, le 29 avril 2025, il y a eu un renouvellement du comité consultatif national d'agrément qui a été publié par décret. Donc, cette CCNA va être reconstituée, qui a normalement pour vocation d'émettre des avis sur les agréments des établissements d'enseignement supérieur en ostéopathie. Cette phrase est un peu pénible, j'en suis désolé. Donc, le CFRO, ça n'est pas forcément quelque chose qui est dans ses missions. Par contre, si, alors il y a plusieurs options par rapport à cette API, donc pour celles et ceux qui ne seraient pas familiers de ce genre d'acronyme, c'est une autorité publique indépendante. Soit cette autorité publique indépendante ne voit pas le jour, auquel cas, eh bien, le CFRO fera son travail comme les missions que nous avons commencé à détailler tout à l'heure, et les partenaires publics seront ou pas sensibles à ces travaux. On espère que oui, mais apparemment c'est plutôt bien parti. Soit l'autorité publique indépendante effectivement voit le jour dans un horizon futuriste, et dans ce cas-là, l'autorité publique indépendante sera complètement libre de solliciter le CFRO à titre consultatif pour bénéficier des travaux des différentes commissions, bien évidemment, euh, si cette autorité publique indépendante, bien sûr, voit le jour. Voilà. Sachant que, Sachant, justement, dans la communication que j'ai engagée avec les partenaires publics, nous avons bien précisé à la Direction générale de l'offre de soins et à l'Inspection générale des affaires sociales, j'y ai veillé personnellement, que le CFRO soutenait le projet d'autorité publique indépendante, même si à ce stade c'est encore, à ma connaissance, une hypothèse, il était très clair que le CFRO n'était pas un projet alternatif et concurrent à l'autorité publique indépendante, puisque il le soutient. tout à fait. C'était ce que je me prêtais à dire. Merci, Pierre-Luc. Une question que j'ai répondu par écrit, mais je vais quand même le dire à l'oral. C'est au sujet des adhésions. Je vous remercie pour votre présentation. Les enseignants, coordinateurs ainsi que les directions candidatent-ils à titre personnel au titre de leur appartenance? Le CFRO n'a de membres que des personnes physiques. Et d'ailleurs, les liens d'intérêt sont retenus dans la fiche d'adhésion parce que les liens d'intérêt dans votre comment, système d'appartenance, organisme de formation d'appartenance, vont forcément jouer sur le système du scrutin. Et bien évidemment que les personnes qui sont en lien dans un même établissement ne pourront pas avoir une surreprésentation en termes des effectifs, mais il s'agit bien de candidatures à l'échelle personnelle et pas des établissements de formation. Et les établissements de formation en tant qu'entreprise ne peuvent pas adhérer au CFRO. Ce sont uniquement les personnes humaines. Je te laisse compléter si tu as des choses à dire, Pierre-Luc. Non, j'ai pas grand-chose à dire de plus. Effectivement, il y a toujours une distinction en droit entre les personnes physiques et les personnes morales. Et les personnes morales peuvent, dans le meilleur des cas, comme l'a dit d'ailleurs Pierre-Adrien très bien, peuvent être éventuellement des membres associés, c'est-à-dire elles peuvent participer aux discussions et aux travaux des différentes commissions, mais elles n'ont pas de droit de vote et elles ne peuvent pas être représentantes élues pour être ensuite au conseil d'administration. Peut-être même une précision sur le mode de scrutin qui est une précision importante, c'est que lorsqu'il y a une élection des représentants, lors du mode d'élection, le candidat ne peut pas recevoir le suffrage des personnes avec lesquelles il est en lien d'intérêt direct ou indirect. C'est-à-dire que, pour la faire simple, si vous êtes enseignant dans une école et que dans votre commission, il y a d'autres enseignants de cette école, ils ne peuvent pas voter pour vous si vous êtes élu par un corps électoral qui est constitué de uniquement les enseignants qui ne sont pas membres de l'école ou du groupement d'écoles auquel vous appartenez. Ce qui fait qu'en fait, on s'assure que les personnes qui représentent la commission le soient sur leurs compétences à partir des gens avec lesquels ils travaillent, plutôt qu'à partir de la masse du nombre de personnes qui viennent d'un même établissement ou groupement d'établissements. Ça peut permettre de répondre à d'autres questions. J'ai un Oui. tas de questions de la part de Jérôme Lecher. J'ai un tas de questions, forcément, de par ma position. Euh, J'en ai recueilli un capé. Alors,
Comment le CFRO est une société savante en intégrant des notions dans sa lettre telles que rapport de force favorable, opposant, la voix de la profession doit être portée par ses acteurs de manière inclusive. Ça laisse penser à une structure au service d'une union interne contre des adversaires extérieurs. La société savante a pour but de produire objectivement et laisse, dans ce cas, penser à une tentative de valider, plutôt de conforter un savoir, premièrement. Deuxièmement, la structure favorise les chercheurs et doctorants ostéopathes ou anciens ostéopathes, laissant les externes au rôle annexe. Cela n'expose-t-il pas à un biais de validation initiale? Troisièmement, comment les conflits en lien d'intérêt en intégrant les écoles de formation n'influenceront pas les résultats de la recherche, sachant que les statuts demandent de rapporter les liens d'intérêt découverts ou connus au comité de pilotage, donc réseau interne, pas d'exposition publique, ce qui laisse interrogatif sur les intentions. Qu'en sera-t-il de la méthodologie scientifique? Pourquoi aucune notion de dérive ou de l'éthique et de la protection des patients dans la démarche? Dans les textes et la présentation seule sont mentionnés les intérêts pour la profession. Pourquoi l'occultation de ce qu'a déjà fait, le collectif ostéopathique, cause? Navré pour ce pavé, mais voici le résumé des principales inquiétudes soulevées par, les différentes personnes que je représente, je suppose. Je me suis permis de finir la phrase. Je ne sais pas si tu as accès, au texte en parallèle, Pierre-Luc, Alors, ou si tu as bien je vais reçu ce essayer que je t'ai de dit? je vais essayer de répondre. En fait, c'est une structure, qui est fait par des ostéopathes pour des ostéopathes. Donc, ce n'est pas étonnant que dedans on trouve des ostéopathes. Ensuite, pour ne pas se priver de compétences externes, il y a le statut de membre associé. Donc, il est tout à fait possible de participer aux travaux, et notamment au niveau du conseil scientifique, puisque précisément, ce statut a été euh, notamment pensé pour le conseil scientifique, pour justement ne pas se priver de ressources externes. Ensuite, pour les représentants des patients, bah, en fait, ce n'est ça, c'est le rôle des associations socio-professionnelles de défendre, alors notamment des ordres professionnels quand il y a un ordre professionnel et notamment, je sais que, par exemple, des associations comme le Registre des ostéopathes de France, par exemple, se portent parfois partie civile pour défendre des patients face à des ostéopathes, par exemple. Donc c'est des choses qui se font dans le cadre des associations socio-professionnelles. Là, on est plutôt dans une structure qui va réfléchir à la formation initiale, au développement professionnel continu et notamment aux recommandations de pratique. Donc, il faut des personnes en situation de compétence. C'est la raison pour laquelle les différentes commissions ont été constituées. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore dans sa question? Je me souviens plus parce qu'il y avait trop d'éléments. Alors oui, il y avait un élément sur le fait que la structure favorise les chercheurs, ostéopathes au détriment des autres. Ça Ouais, ok, fait un on a biais de déjà validation répondu. initiale. La gestion des conflits d'intérêts, des ça on a dans les je pense. La méthodologie scientifique qui sera appliquée au sein du CFRO, laquelle ce sera? Bah, ce sera Bah, celle c'est difficile de qui répondre à la sera méthodologie parce qu'il n'y a pas de méthodologie scientifique à proprement parler, ça n'existe pas. Il y a la science, qui est un domaine assez large avec différentes épistémologies qu'on appelle des épistémologies régionales, avec différentes méthodes. Donc la méthode scientifique n'existe pas. Par contre, il y a différentes façons de faire science, et donc c'est la raison pour laquelle au sein du conseil scientifique, bah, on a des profils différents comme des biomécaniciens, des spécialistes en sciences de l'éducation, des spécialistes en sciences humaines et sociales, pour que justement toutes les, en tout cas la plupart des sensibilités scientifiques du fait des compétences des différentes personnes qui seront membres puissent justement bénéficier au conseil scientifique de la structure. Pour le reste, je sais pas très bien ce qu'on peut ajouter de moi je pense plus. que ce qui est Pierre-Adrien? Ce qui est important de préciser, c'est que on va s'accoler aux standards universitaires, en fait. C'est plutôt qu'on va pas inventer notre propre méthode, on va se baser sur ce que la science et les universitaires font, puisque du coup, les doctorants et les personnes qui ont des doctorats ont un titre universitaire. Du reste, pour la reconnaissance d'intérêt général, il faut être une association à vocation scientifique, au sens de la loi. Donc, si jamais le CFO était amené à sortir de ce giron scientifique, bah, il le perdrait sa reconnaissance d'intérêt général. Ça, c'est une garantie que nous, on a souhaité mettre en place dans les valeurs de l'association. En passant ce statut d'association à association d'intérêt général, justement, on se garantit d'avoir ce garde, ce garde-fou, parce que je suppose que c'était aussi par rapport à ça, puisqu'il y avait la notion sur les dérives. Alors, pourquoi aucune notion de dérive ou de l'éthique ou de la protection des patients dans la démarche?
Ça, on a un peu Et répondu, ensuite, la c'est que dernière question. Ouais. c'est pas le rôle du CFRO en fait de s'occuper de l'éthique et de la déontologie. Le code de déontologie, si un jour il existe en ostéopathie et qu'il est juridiquement opposable, ben ce sera probablement les associations socio-professionnelles qui le produiront. Pour l'éthique, ben, il y a parfois il y a des comités d'éthique hein, dans des laboratoires de recherche, mais le CFRO n'est pas un laboratoire de recherche, donc pas de comité d'éthique non plus. Ensuite, il y a des comités de l'éthique régionaux, mais qui se prononcent sur l'éthique scientifique dans des projets scientifiques particuliers, ce qui n'est pas non plus le cas du CFRO. Donc, bah non, c'est pas une vocation, c'est pas une mission du CFRO en tout cas. Pour l'instant. Puis la Après, dernière, peut-être qu'effectivement, on pourrait imaginer que le conseil d'administration estime que, effectivement, des projets scientifiques, par exemple, qui ne répondent pas à certains critères du comité de protection des personnes pourraient bénéficier d'un comité d'éthique interne à la profession. Mais à titre personnel, je ne pense pas que ce soit forcément l'émission du CFRO pour l'instant. Après, peut-être que le conseil d'administration décidera autre chose, le cas échéant. Et il y avait une question sur pourquoi occultation de ce que fait cause. Alors, pour le coup, on n'occulte pas, puisque en fait, on n'en parle pas parce qu'on leur reproche quoi que ce soit ou on adoube quoi que ce soit. On n'a aucun avis sur l'association cause, aucun problème non plus avec l'association cause. On est bien sûr, on souhaitera bien sûr discuter avec l'ensemble des interlocuteurs. Et pour l'instant, on s'occupe d'essayer de structurer notre organisation. Et on va pas commencer à faire de la publication sur ce que font les autres organisations, mais il n'y a absolument Ah aucun non, et puis problème, hein. surtout, chaque association fait ce qu'elle veut. Le but du CFRO, c'est pas d'être un arbitre des élégances en disant cette association est bonne ou cette association est mauvaise et de donner des bons points. Chaque association fait absolument ce qu'elle veut. Il n'y a pas de difficulté. Les missions du CFRO, elles sont dans les statuts. Elles sont à peu près analogues aux sociétés savantes qui existent dans des pays où l'ostéopathie et ou d'autres professions sont plus institutionnalisées. Donc leur but est quand même, il me semble, assez clair. Donc je ne sais pas trop ce qu'on peut rajouter encore là-dessus. Mm. Bah, juste que la diversité des opinions et des corps intermédiaires dans une démocratie, c'est plutôt bon signe. Donc, moi, mon point de vue en tant qu'ancien et syndicaliste, c'est de dire que plus il y a d'organisations qui se structurent, et de gens qui donnent du temps pour essayer de faire avancer une cause, mieux c'est. Et la vivacité, ça va plutôt enrichir les débats que les soustraire. Donc, il y a pas de problème vis-à-vis de ça, hein. Chaque association fait absolument Question. ce qu'elle veut. C'est pas le but du CFRO de donner des bons points ou des mauvais points aux associations de la profession ou extra-professionnelles par ailleurs. Mathieu, est-ce qu'il y a un lien avec l'institution universitaire ou création d'une revue scientifique, d'un laboratoire de recherche qui sont envisagés par l'intermédiaire du SFRO, du CFRO? Alors, pour l'instant, pas à ma connaissance, en tout cas pas dans les statuts. Maintenant, dans les statuts, il y a des missions, par exemple, soutenir la recherche, ça peut se matérialiser de différentes façons. Ça peut être, par exemple, constituer, par exemple, des bourses pour participer au financement de certains travaux de recherche. Je pense à des thèses de doctorat, par exemple. Organiser des colloques scientifiques pour que justement, pour les personnes qui ne savent pas, un colloque scientifique, c'est normalement un moment qui est destiné à ce que des chercheurs qui publient des travaux dans des revues scientifiques puissent ben, les présenter à leurs collègues ou, le cas échéant, à les vulgariser pour des personnes qui ne sont peut-être pas extrêmement familières de la science en général et de justement diffuser les connaissances scientifiques pour que justement dans les différentes professions, les professionnels puissent bénéficier d'informations qui leur permettent normalement d'améliorer la qualité de la prise en charge de leurs patients, que ce soit en termes de diagnostic, de prise en charge, de conseils et de collaboration interprofessionnelle dans le but d'améliorer la santé publique, tout simplement. Benjamin Delorme qui nous pose la question, parmi les projets portés par le CFRO, prévoyez-vous la facilitation d'accès au M1, M2 et surtout au doctorat, trouver des encadrants, des financements, etc. Donc là, effectivement, c'est un projet qui fait partie de nos statuts aussi, qui sont du coup publics, où effectivement le sujet de la poursuite d'études, notamment avec la commission étudiante, sera un sujet quand même assez important dans l'organisation, puisqu'en fait, effectivement, il faut aussi produire des gens qui ont la connaissance. Je te laisse répondre plus davantage, Pierre-Luc. Je n'ai pas grand-chose à dire de plus. Évidemment, le CFRO, ça existe déjà dans d'autres structures, hein. On appelle ça comité d'octroi des bourses, parfois dans certains pays, où il m'est arrivé par exemple d'être jury pour le comité d'octroi des bourses, où plusieurs projets, par exemple, sont soumis à la structure qui demande un financement. Ça peut être, par exemple, un ostéopathe ou
pas forcément un ostéopathe, une personne en tout cas qui prend l'ostéopathie pour objet et qui monte un projet, qui a besoin d'argent pour publier dans une revue scientifique ou qui a besoin d'argent pour se rendre à un colloque pour exposer le fruit de ses travaux par une communication orale ou un poster, et qui a besoin de ressources financières pour financer par exemple son master ou sa thèse, le cas échéant, et qui peut, par exemple, on pourrait imaginer voilà, plusieurs projets qui entrent en compétition avec des critères de scientificité, et ensuite, bah, la personne qui remporte la compétition peut se voir octroyer des bourses qui, par exemple, pourraient être versées dans le cadre de certains projets de recherche. Pourquoi pas? Bonjour, de la part de Guillaume. Est-ce que les responsables de centres de DPC ont été invités à candidater? Quel sera leur rôle? Alors absolument, on n'a pas pu faire une liste exhaustive de tous les organismes de développement professionnel continu. Néanmoins, certains ont pu être identifiés et nous avons essayé de veiller à informer tous les centres de développement professionnel continu qui répondent aux critères du FISPL, en tout cas, ont été informés. La plupart, en tout cas, la plupart d'entre eux, hein, on ne peut peut-être pas être présomptueux à ce point, la plupart d'entre eux ont été informés de l'existence du CFRO et de la possibilité d'y candidater s'ils le souhaitaient. Et c'est aussi pour ça qu'on laisse une date suffisamment longue dans le temps pour que les candidatures se fassent et qu'on fait de la communication en amont. C'est pour ça qu'on n'a pas verrouillé, qu'on a fonctionné avec un dispositif transitoire de comité de pilotage, justement pour laisser infuser l'information, parce que autant les organismes de formation initiale agréés, ils sont identifiés, on a le listing, autant les formateurs de formation continue, il y en a une quantité assez importante. Par contre, ce qui est très important, c'est qu'il faut être Calliope hein, pour être candidat, hein. Je préfère le dire en amont. Je repense à quelque chose. C'est vrai qu'on n'a pas répondu à une question précédente par rapport aux dérives. Et c'est vrai que ce serait quand même Oui. dommage de ne pas en dire un mot. On va peut-être en rajouter un mot. En fait, la meilleure défense, en quelque sorte, contre les dérives potentielles, c'est précisément la science, en fait. Donc, j'ai l'impression que c'est presque un objectif qui tomberait à côté de vouloir dire qu'il n'y a pas de place pour les dérives, précisément. Je renvoie à l'excellent article de notre collègue Oliver Thompson et de Carlo Martini sur Pseudoscience, A Skeleton in Osteopathy's Closet, qui, contrairement à ce qui a été dit parfois, ne dit pas que l'ostéopathie est une pseudoscience, puisque ce serait une aberration sur le plan scientifique, mais qu'il existe, comme dans beaucoup de professions, des dérives, évidemment, et que des dérives, il y en a aussi en ostéopathie, parce que l'ostéopathie n'est évidemment pas immunisée contre les dérives. Et que précisément, pour lutter contre les dérives, ben, l'idée, c'est de, évidemment, améliorer les normes de scientificité, de production des connaissances, de diffuser les connaissances au sein de la formation initiale conformément aux recommandations de l'inspection générale des affaires sociales et de veiller au fait que le niveau de la qualité de la prise en charge augmente dans le développement professionnel continu en réactualisant ces connaissances régulièrement. Donc, j'ai l'impression que c'est un petit peu le sens, mais c'est vrai que c'est tellement évident que ça aurait été étrange de le formuler autrement, en tout cas, je pense. Merci Pierre-Luc. Pianel qui nous pose la question, les travaux de recherche devront être scientifiques. Faudra-t-il définir les limites de ce qui est ostéopathiquement recevable en créant des liens de l'ostéopathie vers la science et non dans l'autre sens habituellement demandé? Je ne comprends pas cette question, je suis désolé. Je la relis. Les travaux. Je suis désolé, Pianel, je ne la comprends pas non plus. Est-ce que Euh, je peux la lire peut-être? Vas-y, c'est une question qui a été posée à 20h41 de Pianel. Pianel. Ok. Et je Euh, peux intervenir Les si travaux de tu veux. Ah recherche oui, devront voilà. être scientifiques. Faut-il définir les limites de ce qui est ostéopathiquement recevable? Je ne peux pas répondre à cette question, je ne sais pas ce que ça veut dire. Tu peux prendre la parole, Pianel, hein, si tu le souhaites, hein. La seule chose que je voulais exprimer sur un écrit, c'est lorsque l'on parle de scientifique et que l'on a un comité scientifique, mais vous y avez répondu à plusieurs reprises de façon différente, c'est de dire que ce qui est scientifique aujourd'hui est associé fondamentalement, principalement à la maladie, là où nous, ostéopathes, on traite plutôt la santé. Donc il y a un cadre scientifique à trouver qui n'est pas forcément, et c'est ce que disait Pierre-Luc dans sa présentation, c'est qu'il y a plusieurs axes scientifiques à définir. Mais Pierre-Luc, tu l'as dit après que j'ai posé la question. Donc voilà, c'était simplement de dire que le comité scientifique doit aussi réfléchir à qu'est-ce que ça veut dire
être scientifique en ostéopathie. C'est ça le sens de ma question d'une certaine façon. Et il y a une vraie réflexion aux scientifiques dans ce monde ostéopathique. Je pense principalement à toutes les querelles sur le crânien, sur le viscéral, sur ce n'est pas scientifique, c'est scientifique, etc. Il y a à réfléchir sur cette particularité de notre métier d'ostéopathe, pardon. Ok. Euh, alors, sur le caractère pathocentré, oui, ça fait encore partie, bien évidemment, de travaux, par exemple des sciences médicales, mais c'est vrai que depuis les années quand même 90-2000, il y a eu un virage, notamment en philosophie de la médecine, qui est devenu plus tellement pathocentré, mais sanatocentré, c'est-à-dire centré sur la santé. Et donc, il y a quand même maintenant beaucoup de travaux qui s'intéressent à la santé en général. Je pense notamment à des travaux qui sont faits, notamment aussi chez les physiothérapeutes, masseurs kinésithérapeutes, etc., par des ostéopathes, par des philosophes de la médecine. Donc, effectivement, c'est un sujet qui est extrêmement intéressant aujourd'hui. Cette fameuse approche globale qui est souvent un argument qui est très présent en ostéopathie. Effectivement, la globalité, la santé, la dimension biopsychosociale est vraiment quelque chose aujourd'hui qu'il est difficile de ne pas voir dans les études, mais le conseil scientifique se basera aussi sur les travaux qui existent, et en la matière, il y a effectivement beaucoup de travaux déjà qui existent, donc je ne suis pas très inquiet sur le caractère sanatocentrique, en tout cas des recherches qui sont faites dans le domaine médical, des sciences médicales, et donc pourquoi pas des sciences ostéopathiques aussi. Une question de Mathieu González Bandrés. Merci pour toutes ces informations. Quelle est la vocation du conseil de la formation initiale, dans le sens avec quelle structure sera-t-elle censée communiquer ou travailler? Est-ce dans un but de conseil ou d'autre chose? Alors le CFRO, en tout cas dans ses statuts maintenant, n'a pas de mission, en tout cas qui sont coercitives, puisque pour avoir un pouvoir coercitif, il faut être une structure administrative, ce qui sera peut-être le cas de l'autorité publique indépendante si elle voit le jour, ce qui n'est pas le cas du CFRO. Le CFRO peut faire des recommandations, peut... Alors, bon, chez les juristes, il y a des divergences sur le caractère coercitif ou non coercitif des recommandations de bonne pratique, mais je voudrais pas devenir soporifique ce soir. Euh, mais effectivement, à certains égards, effectivement, les recommandations de bonne pratique parfois peuvent laisser entendre qu'elles s'imposent à la pratique des professionnels. Pour le cadre de la formation initiale, ben, tout dépend. Si le CFRO fait des recommandations pour faire évoluer, par exemple, le cadre réglementaire de la formation initiale, et que ces travaux sont présentés aux partenaires publics et qu'ils sont sensibles à ces réflexions, ensuite, c'est les partenaires publics, notamment par voie de décret et d'arrêté, qui peuvent prendre des actes juridiques qui sont capables de modifier la formation initiale. Mais il est probable que pour les pouvoirs publics, d'avoir des travaux d'un collège qui présente des experts en sciences de l'éducation qui ont produit une réflexion très aboutie sur le sujet est quelque chose qui est quand même plutôt avantageux quand on veut faire évoluer le cadre juridique d'une profession, quand des travaux sont conduits par des personnes en situation de compétence, tout simplement. J'espère que ça répond à peu près à la question de Mathieu. Une question de Paul Imberti. Merci pour cette présentation. Deux statuts de membres ont été présentés dont les noms spécifiques m'échappent, membres actifs et membres associés. Néanmoins, les médecins ont été évoqués. Est-ce que dans une perspective d'amélioration des pratiques et des partenariats intersectoriels, d'autres professions de santé pourraient-elles siéger au sein du CFRO? Bien sûr, tout à fait. En tant que membre associé, c'est tout à fait possible que d'autres professionnels du milieu de la santé puissent, et d'ailleurs nous les encourageons à venir participer à des travaux. Bon, voilà, toutes les personnes qui travaillent dans le milieu scientifique d'un point de vue professionnel, ce qui est mon cas avec d'autres, le travail du chercheur isolé dans son coin, même en sciences humaines et sociales, aujourd'hui on sait que c'est plutôt quelque chose qui appartient à une représentation un petit peu voilà, idéalisé parfois ou regrettable, c'est selon. On travaille tous en collaboration avec bah, d'autres scientifiques, et si ces autres scientifiques sont masseurs kinésithérapeutes, médecins, épidémiologistes, biologistes, physiciens, historiens, anthropologues, je ne vois vraiment pas de difficulté. Et au contraire, c'est même plutôt souhaitable que la diversité scientifique puisse se regrouper au sein du conseil scientifique pour justement bénéficier des lumières de différentes disciplines scientifiques qui vont pouvoir bah, participer à ces fameuses sciences ostéopathiques et à la production de connaissances. Et justement,
pouvoir justement donner le meilleur niveau de réponse par rapport aux besoins et aux demandes de la Haute Autorité de Santé. Alors, une question un peu plus longue de Jérôme Locher, comme tout à l'heure, qui, à mon avis, représente de ce qu'il a l'air de dire plusieurs Oui, oui, professionnels. C'est oui, pour oui, ça que oui, les oui, questions oui. sont Très denses, hein, il bien, n'y a je pas de vois, je souci, vois. hein. Alors, comment éviter l'entre-soi institutionnel pour éviter de se priver de la pluralité des points de vue, mais aussi de la neutralité d'avis extérieurs? Comment les conflits et liens d'intérêt seront-ils gérés, notamment provenant des directeurs, présidents d'école ou de formation et d'enseignants? Les statuts instaurent un schéma de validation interne. Les commissions valident formellement leurs travaux par un vote à la majorité, avant présentation au Conseil. Comment justifier une auto-validation? Ce n'est pas courant dans une société savante qui se doit d'être indépendante et objective dans son fonctionnement et ses productions. Ça laisse craindre un manque de transparence et d'extériorité. Ça propose un angle mort méthodologique susceptible de fragiliser la valeur des productions et inciter à reproduire une auto-validation des pratiques de vieux travers de la profession. De plus, voter si la production est valide entre ceux usant de cette même production semble déjà voué à être victime d'une multitude de biais. OK. Merci Jérôme, j'ai reconnu, maintenant je me rappelle. Alors oui, bah, en effet, oui, c'est tout à fait raisonnable comme point de vue. C'est la raison pour laquelle dans les statuts, le conseil scientifique doit donner une validation des travaux des différentes commissions sur les aspects scientifiques, tout simplement. Donc quand c'est des demandes qui ne relèvent pas de choses purement scientifiques, bah, le conseil scientifique n'est pas en situation de compétence. Pour le reste, évidemment, nous avons mis bien sûr des garde-fous pour éviter justement ces auto-validations. Alors, on a été vigilant à plusieurs choses quand on a rédigé des statuts. C'était notamment éviter les situations de monopole. C'est la raison pour laquelle les mandats ne durent que 3 ans et sont évidemment sur une période relativement courte. Nous avons été aussi vigilants par rapport au potentiel conflit d'intérêts. Je crois que Pierre-Adrien a déjà répondu. Bon, peut-être que si c'était insuffisant, Pierre-Adrien, tu pourras reprendre cette partie-là. Et ensuite, nous avons été vigilants aussi au fait que les directions d'établissements d'enseignement supérieur ne soient pas majoritaires au conseil d'administration, tout simplement, parce que si tu regardes, ils peuvent élire 2 représentants, sachant que c'est pas forcément les directions d'établissement qui seront élues, ça pourrait être des coordinateurs pédagogiques, ça pourrait être aussi des personnes qui sont directeurs de clinique, mais enfin, évidemment, on pourrait se dire, c'est quand même des gens qui travaillent ensemble, il y a parfois des liens de subordination, de gens qui payent d'autres gens, qui sont donc sous leur... Donc on était effectivement sensible à ce sujet. C'est la raison pour laquelle les directions d'établissement, même si ce sont des directions d'établissement qui sont élues et qui sont les 2 représentants, ils auront 2 voix sur 10 au conseil d'administration, ce qui est quand même relativement faible. Euh, Néanmoins, c'est un sujet évidemment auquel on a réfléchi pour éviter justement qu'il y ait des situations extrêmement problématiques qui ne soient pas du tout conformes aux missions du CFRO, évidemment. Donc, dans, par exemple, ce que tu as mentionné, alors je voudrais pas te paraphraser de travers, mais de vieilles pratiques ou de vieilles choses, évidemment, qui ne seraient pas conformes aux données actuelles de la science, c'est la raison pour laquelle il y a un contrôle de scientificité du conseil scientifique par rapport aux travaux des différentes commissions, bien sûr, et qui ensuite est apprécié par le conseil d'administration qui rend des comptes devant, d'une part, le conseil de surveillance et d'une autre, devant l'Assemblée générale, évidemment. Oui, je vais même compléter un petit peu, hein, parce que ça pose des questions de sciences sociales un petit peu aussi, cette arrivée sociale. Plus il y a de monde à réfléchir à une question donnée aussi, plus ça permet de trouver aussi des réponses qui sont un peu plus justes. Donc l'idée, c'est que ces commissions, elles soient quand même multiples en termes de personnes. Il y a une pondération des voix, et après, effectivement, comment éviter que des dérives apparaissent ou qu'il y ait une forme d'auto-validation? Bien, en fait, c'est une association, hein, ce n'est pas une institution publique qui n'est pas coercitive. Donc, si jamais elle était amenée à porter des sujets qui ne seraient pas relatifs à la science, déjà, elle s'expose à perdre sa reconnaissance d'intérêt général d'une part, mais en plus, elle risque de perdre sa crédibilité auprès des institutions publiques. On verrait mal, par exemple, le CFRO dire que la Terre est plate sans que ça risque de décrédibiliser complètement le travail de l'institution. Donc, nous, on a essayé de faire ça de manière, justement, en laissant les experts travailler entre eux et en faisant en sorte que les personnes qui sont recrutées et qui sont membres actifs de l'association le soient sur des critères d'éligibilité. Après, c'est pas un modèle qui est parfait et je pense que ça s'adaptera aussi en fonction de l'usage et en fonction aussi de la capacité du CFRO à tisser des partenariats, mais à l'extérieur du monde ostéopathique. Je pense au monde universitaire, à l'international, comme l'a dit Pierre-Luc, qui viendra aussi étoffer le travail. Et pourquoi est-ce que le CFRO travaille beaucoup avec ceux qui enseignent déjà? Mais parce qu'en fait, c'est ceux qui transmettent déjà le savoir. Et donc, il nous paraît assez logique que si l'on crée
du savoir et des connaissances, les meilleurs canaux de diffusion de cette connaissance, ce sont les enseignants dans les organismes de formation agréés et les formateurs continus pour la mise à jour des 47 000 ostéopathes déjà formés. Donc en fait, il faut faire un pontage entre ceux qui produisent la connaissance, ceux ensuite qui font les recommandations, et ensuite ceux qui enseignent les connaissances. Et effectivement, ça donne l'impression qu'on évolue en vase clos, mais en fait aujourd'hui, ce sont des mondes qui ne discutent pas entre eux dans notre profession. Et notre stratégie, c'est de créer des ponts et en essayant de pondérer, voilà, il y a 2 représentants par commission et par conseil, et il y a une prépondérance du conseil scientifique, parce que ça, c'est une valeur cardinale de la structuration Oui. de notre association. Et je trouve qu'effectivement, la remarque de Jérôme est bonne en se disant, effectivement, est-ce qu'il n'y a pas un risque? Oui, il y avait un risque et c'est la raison pour laquelle nous avons essayé de mettre en place des garde-fous qui sont sans doute imparfaits, mais qui existent au demeurant. J'ajoute que dans l'émission, il est clairement indiqué qu'une des missions du CFRO, c'est rapprocher la formation initiale et le développement professionnel continu. Donc, effectivement, pour que la connaissance puisse diffuser, que cette acculturation scientifique puisse justement pénétrer les différentes couches de la formation initiale, formation continue, pour que, évidemment, le niveau augmente, ce qui est une recommandation qui est faite par, encore une fois, l'Inspection générale des affaires sociales. Donc, je pense que c'est assez cohérent. Pierre-Adrien, je pense qu'on arrive un peu au bout, même si j'imagine que ça doit être quand même quelque chose d'assez frustrant si toutes les questions n'ont pas trouvé une réponse attentive. Euh, mais il me semble que c'était un petit peu le cadre qu'on s'était donné pour essayer de répondre aux questions. Mais écoute, moi, ce que je propose, c'est que là, nous, moi, je vais enregistrer toutes les questions qui suivent, parce qu'effectivement, on arrive à 21h20 et on a tous des responsabilités personnelles. Donc, il faut qu'on mette à terme à cette réunion. J'ai été assez surpris de la discipline, autodiscipline du chat et des interventions. On a été plus de 200 sur le pic, avec des entrées, des sorties toutes les 2 minutes. Ça a été très facile pour moi de gérer. Vous avez été très clair dans vos questions, très respectueux. J'espère qu'on vous a apporté suffisamment d'éléments. J'enregistre toutes vos questions. On apportera une réponse à chacune des questions qui sont posées à la suite. Il y en a certaines qui concernent la parité, notamment, qui sont une question assez importante. C'est quand même un sujet très important. Donc, oui, on va répondre aux autres questions. C'est juste qu'effectivement, là, on va pas pouvoir le faire ce soir. Vous m'envoyez vraiment désolé et j'espère que je ne frustre pas trop les autres personnes qui ont posé des questions. En tout état de cause, nous sommes identifiés maintenant en tant qu'individus. Vous pouvez aussi vous tourner vers nous pour ceux qui nous connaissent ou ceux qui connaissent nos réseaux, si jamais il y a des questions ultérieures. Et n'hésitez pas à candidater surtout et aller sur notre site internet. C'est quand même par là que les choses vont se passer par la suite. Je te laisse faire C'est le mot de la gratuit. fin, Pierre-Luc. Merci beaucoup pour votre attention. J'ai tendance à dire merci d'être venu et merci d'être resté. Donc, je vais rester sur ce petit adage. Eh bien, écoutez, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Je vais rester un peu pour copier-coller les questions. Et puis, surtout, si jamais c'est le moment, si jamais vous voulez pas apparaître sur la vidéo du replay, parce que je pense qu'il y aura un replay quand même, hein, vous nous le notez dans le chat. C'est important pour moi de savoir qui ne souhaite pas apparaître. Normalement, vous avez tous fermé vos caméras, mais vous le notez dans le chat et je ferai bien attention à ce que vous n'apparaissiez pas. Voilà. Hop, alors, tac. J'ai noté toutes les questions, j'ai vu que personne n'avait refusé la diffusion du replay. Je annonce la clôture de cette réunion, la fermeture. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Je vais tout couper. Au revoir et à la prochaine.